toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon invité, le docteur Vincent Reliquet. Bonjour Monsieur Reliquet, merci d'avoir accepté mon invitation encore une fois. C'est bon signe, hein, quand on se réinvite plusieurs fois, c'est que, a priori, la mayonnaise prend. C'est Bonjour Madame ça, Bureau, au revoir. merci. On avait fait deux vidéos ensemble, une sur votre super livre qui est ici, Les pouvoirs de l'iode, et Ouais. une autre sur le scandale d'Octobre Rose. Et aujourd'hui, on va parler de ces deux livres que j'ai ici. Les chroniques de médecine contestataire, tome 1, tome 2, que je conseille à tout le monde. Pour moi, ça a été vraiment pas une révélation, mais pas loin, parce que franchement, vous abordez des sujets dont on entend très peu parler, des sujets hyper importants. Alors, ce sont des livres qui sont super bien faits, parce qu'en fait, il y a des images, c'est bourré d'informations scientifiques, c'est sourcé, tout. Enfin, vraiment, c'est des ouvrages, moi j'ai adoré, je me suis régalée. Et on va donc dans ces ouvrages, vous parlez vraiment de beaucoup de sujets. Et moi, j'en ai retenu quatre, si vous voulez bien. Et on va ouvrir le bal, si je peux me permettre, en parlant du tétanos, de toutes les croyances qu'il y a autour du tétanos, de cette maladie, mais aussi de la vaccination qui est encore bien d'actualité. Et à vous lire, c'est vrai que ça paraît quand même assez étrange. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le tétanos? Parce qu'on entend énormément parler depuis des lustres, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et la dangerosité éventuelle du tétanos? Alors, vous avez choisi d'emblée de mettre les pieds dans le plat sur C'est ça. un des éléments les plus polémiques des deux premiers tomes. Bon, bah, très bien, c'est votre droit le plus strict, Madame Bureau. Je vous remercie beaucoup. Si les CRS sont à la porte à la fin de l'émission, j'aurais compris que bon, ça vient de vous. Plus sérieusement, le tétanos, moi j'ai une passion. Moi, j'adore ces histoires de médecine qu'on ne comprend pas bien. Cette histoire de tétanos, c'est encore plus passionnant parce que l'homme a cru se saisir de l'arme fatale, le vaccin. Grosso modo, c'est quoi le tétanos? Le tétanos, c'est simple, encore que non. Mais on va essayer de le rendre simple. C'est une maladie qui rend les gens paralysés en phase motrice. Ça veut dire que vous crampez, vous êtes paralysé en position de crampe. En position de crampe sur tout le corps, la douleur est absolument atroce et en général, la mort survient après une touchée de tétanos. Donc c'est une mort atroce, le tétanos. Il ne faut pas du tout dire que c'est une maladie dans les rêves, etc. Ça a été catastrophique pour l'espèce humaine à une époque précise, à l'époque où l'humain vivait de manière très proche avec des herbivores. Pourquoi? Parce que Clostridium tetani, la bactérie responsable du tétanos, vit dans la terre et a évidemment un portage très important dans l'intestin des animaux herbivores. C'est pour ça que dans les campagnes napoléoniennes, les grognards, les soldats qui étaient au front dans les campagnes napoléoniennes mouraient énormément du tétanos. Pourquoi? Parce que leurs plaies sur les champs de bataille étaient très vite euh, souillées avec du Clostridium tetani. Donc ces pauvres gens faisaient beaucoup de tétanos. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le tétanos, il n'y en a plus. Il y a peut-être 4 tétanos par an en France, et je ne suis même pas sûr qu'il y en ait 4. Alors là-dessus, les porteurs de la vaccination vont vous dire les bras en l'air, c'est grâce à nous que le tétanos est éradiqué, sauf que si on regarde quels sont les adultes vaccinés contre le tétanos aujourd'hui en 2025, on s'aperçoit que la proportion d'adultes vaccinés de moins de 20 ans est extrêmement faible, parce que les gens ne se refont plus vacciner. Pourquoi ils ne se font plus vacciner? Parce qu'ils ne sont plus contaminés par le Clostridium tetani, parce qu'on est rare à avoir des chevaux ou des vaches dans notre maison. C'était essentiellement une maladie liée à la proximité avec les herbivores et leur déjection. Alors là-dessus, il y a eu un autre problème, c'est ce qu'on a appelé le tétanos néonatal. Ça aussi, ça a expliqué que les gens ont
poussé des campagnes vaccinales absolument incroyables en disant vaccinons les femmes enceintes, ça nous permettra de ne pas avoir le tétanos des nouveau-nés. Donc ça a duré, ça dure toujours. Les gens sont persuadés qu'en vaccinant les mamans, les bébés n'auront pas de tétanos. Comment les bébés attrapaient le tétanos? Les bébés attrapaient le tétanos parce qu'au moment de la section du cordon ombilical, souvent, dans des endroits très reculés ou dans le tiers-monde, on utilisait un matériau qui était contaminé par Clostridium. Donc, on refilait le tétanos à un bébé au moment où on sectionnait le cordon. Parce qu'on utilisait un morceau de poterie, un morceau de verre, un vieux clou rouillé, une vieille lame complètement hors d'âge qui a déjà circulé dans plein de crottins. Et donc, on coupe et l'enfant meurt au bout de quelques jours. Bon. Donc, on a dit on va vacciner les enfants, mais on sait très bien que dans les pays où on a vacciné les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer, on a eu autant de tétanos néonataux à la naissance que les femmes non vaccinées. Donc ça, on sait très très bien que ça ne marche pas. Et puis derrière, on a eu des statistiques de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été absolument sans équivoque. On s'est aperçu que on a, grosso modo, les combattants de la guerre de 40 ont été vaccinés anti-tétanique à 50%, et que on a eu autant de tétanos chez les soldats vaccinés que non vaccinés. Et puis derrière, on a vu arriver des quantités astronomiques d'études qui nous ont montré que la vaccination a été totalement inefficace. Alors, je vous en donne une qui est quand même une histoire extraordinaire, qui est arrivée aux États-Unis dans les années 60. À un moment donné, on a compris que vouloir fabriquer des anticorps anti-tétanos sur des chevaux, c'était extrêmement immunisant. Donc, quand on injectait des immunoglobulines récupérées sur le cheval, on avait quasiment des morts, quasiment à chaque fois, parce que les gens faisaient des chocs anaphylactiques abominables. Donc, on s'était dit à une époque, on va immuniser des humains et on va récupérer leur sérum et on va récupérer leurs anticorps. Donc, on a fait ça aux États-Unis. On a hyper immunisé des êtres humains pour qu'ils fabriquent des quantités d'anticorps anti-tétanos gigantesques. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ces gens-là ont quitté New York pour partir dans leur zone agricole? Ben, ils se sont fait blesser par des chevaux et ils ont fait des tétanos alors qu'ils avaient des taux qu'on disait protecteurs, mais eux d'un facteur 10 000. Ils auraient 10 000 fois pas pu mourir et ils sont morts. Donc on s'est bien rendu compte à un moment donné que la vaccination antitétanique, c'était un leurre absolu. Alors, Mais comment... Oui, vas-y. c'est une découverte française. C'est une découverte de l'Institut Pasteur. Mm, C'était la gloire française mm. sur l'évier. Et derrière, on a fait diphtérie, pareil, Oui, avec la même équipe. Et on l'a mis sur le marché, pas tout à fait à la même époque, et on a osé dire, attention, il faut faire les deux en même temps parce que l'un oui, sert d'adjuvant à l'autre. oui, oui. Donc, on n'a jamais plus discuté de l'intérêt ou du non-intérêt du diphtérie tétanos, alors que dans les milieux autorisés, tout le monde sait que ce vaccin, c'est un leurre absolu. Ouais, alors tout ça, Et c'est en vrai. plus, Oui, Madame Bureau, et en plus oui, aujourd'hui, vas-y. on a les moyens d'expliquer biologiquement pour quelles raisons le vaccin antitétanique ne pourra jamais marcher. C'est même pas la peine d'espérer que demain on trouve une autre technique. C'est mort. C'est pas possible. Le vaccin antitétanique ne marche pas. Même la maladie n'est pas immunisante. C'est ça qui est un truc extraordinaire. C'est qu'on peut faire 4 tétanos dans sa vie si vraiment on n'a pas de bol. Voilà. Donc, vous voyez, arrêtez de penser qu'on va pouvoir s'immuniser contre la bactérie ou contre la toxine, puisque même la maladie naturelle ne vous permet pas de vous prémunir contre elle. C'est absolument dingue parce que quand moi j'ai lu votre livre, j'étais hallucinée. Effectivement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a bassiné depuis des lustres. Et quand on va je suis allée faire un petit tour sur le site Vaccination Info Service. Et là, figurez-vous qu'il nous explique que le tétanos est toujours bien présent dans le monde. Et alors, le truc le plus dingue, c'est que ils disent que entre 2012 et 2021, il y a eu 48 cas en France et ceux qui sont décédés étaient tous non vaccinés. Et c'est quand même assez fou.
Et aujourd'hui, on voit bien encore aussi, même les nourrissons, hein, ils sont piqués d'entrée de jeu, là, tout petits, à 3 fois pour le tétanos. Après, les rappels quand ils sont enfants, les rappels adultes, les rappels quand on a plus de 65 ans, etc. Enfin, il y a une espèce de truc énorme autour de tout ça et qui tombe en lambeaux quand on vous écoute. Donc, je pense que les gens peuvent quand même se poser des questions par rapport à ça et surtout par rapport aux enfants, quoi. C'est assez dramatique. Alors, Euh, j'ai retrouvé, enfin c'est le hasard, hein, mais j'ai répondu au journal Nexus il n'y a pas très longtemps parce qu'il voulait qu'on parle de l'iode, justement. Bon. Donc, et Nexus, qui a une bonne mémoire, se souvient que leur numéro 113 de 2017, j'avais fait un article sur la diphtérie, le tétanos et la polio, le vaccin DTP, et j'avais fait cet article avec un chercheur du CNRS, qui était Michel Delorgeril, avec une chercheuse en génie génétique qui était une jeune femme qui travaille actuellement pour un laboratoire. J'avais travaillé avec Pierre Lance, qui était le spécialiste des maladies anciennes, avec Bernard Guenbeau, mathématicien spécialiste des maladies anciennes, Pierre avec enfin bref, on avait un aéropage de gens absolument extraordinaires, dont un professeur agrégé de maladies infectieuses, qui est de biologie, qui était euh, enfin, qui est décédé aujourd'hui. Et cet article avait fait du bruit à l'époque, et on avait été attaqué par le Conseil de l'ordre. Mais moi, j'ai jamais été condamné. Pourquoi? Tout était vrai. Tout ce que j'avais écrit était vrai. Donc personne n'est venu m'attaquer sur le fait que j'ai affabulé. D'ailleurs, dans mon bouquin, là, celui dont vous parlez, j'ai mis une palanquée d'études internationales. Toutes les études internationales, je les ai Oui, citées. oui, 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 Et il y a complètement. même, pour que ça aille plus vite, pour que les gens n'aient pas besoin de passer 3 heures, j'ai même mis les références Internet. Il y a tout, hein, c'est clair, hein, il y a Ah tout. oui, non, il y a tout. Vous ne pouvez pas dire, ah bah tiens, il raconte que Dar es Complètement. Salaam, on a vacciné 16 fois les femmes enceintes et elles Wow. ont quand même eu le tétanos. Non, non, allez voir, c'est marqué. Voilà, Tout à c'est fait, marqué. tout à fait. C'est ça qui est Donc, génial aussi. Ouais. il n'y a pas de doute sur cette histoire. Ce qui est terrible, Madame Bureau, voilà ce que je voudrais. Alors, il faut le dire quand même. Mm, C'est une maladie qu'on appelle la prévention vaccinale, mm. c'est-à-dire qu'on explique que l'humanité ne pourra pas se sortir du péril tétanique s'il ne se vaccine pas. Déjà. Donc ça, c'est une phrase où il y a deux mensonges. Un, il ne pourra pas se sortir de, c'est faux. Et s'il ne se vaccine pas, c'est encore faux, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Bon, de se vacciner contre le tétanos, ça ne sert à rien. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est de dire que le péril c'est un péril mortel si on ne se vaccine pas. Parce que ça a l'air de dire qu'il n'existe pas de traitement. Or, il en existe, et Oui. encore une fois, pour ne pas décourager le lobby, la croyance dans le vaccin sauveur, salvateur de l'humanité, on vous interdit de savoir que deux traitements ont été successivement mis en place, l'un en France, l'autre aux États-Unis, avec des résultats parfaits et immédiats. Immédiat, c'est moins de 5 minutes pour arrêter un tétanos. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un tétanos, comme on ne veut pas savoir ce que l'on faisait dans les années 30 ou 40, eh bien, les gens sont enfermés en réanimation, intubés, ventilés plusieurs semaines. Et que, évidemment, beaucoup meurent. Parce que, évidemment, ils sont sédatés, on les curarise, c'est-à-dire qu'on leur empêche d'avoir des crampes. Et donc, évidemment, quand ils sont curarisés, ben, ils ne peuvent plus bouger, il faut donc les endormir. On les laisse comme ça pendant des semaines, évidemment, ils peuvent s'infecter et mourir. Alors que si on écoute ce que faisaient nos anciens, des médecins français, des médecins américains, ces gens-là sont guéris en une journée. Et voilà. Ah bah oui, je comprends votre mou désabusé, Madame Bureau. Mais oui, parce qu'il y a encore un tel engouement par rapport Absolument à ça que hallucinant. c'est- c'est- c'est assez incroyable, vraiment. Alors Euh, pareil, hein, qu'on ne vienne pas me dire, oui, Reliquet, il dit qu'il y a un traitement. Non, non, j'ai mis oui, les références d'articles oui, démontre ce que je dis. L'un, c'est un Français, il utilisait le chlorure de magnésium hum, en intraveineux, avec une posologie précise, en poussant très doucement parce que c'est toxique si c'est poussé trop vite. Et puis l'autre,
Frédéric Klenner, il utilisait la vitamine C à haute dose, qui est interdite aussi en France. C'est quand même pas de chance. On ne Oui, peut pas se guérir du tétanos parce que le produit est interdit en France. c'est On a ça. vraiment. Et c'est Parce vrai qu'il est que vous en parlez de la vitamine C aussi dans votre livre. Peut-être on oui, fera une prochaine vidéo, qui sait. Mais si vous voulez bien, on va passer au sujet suivant que j'ai retenu. C'est le sujet des psychotropes. Un vaste sujet là aussi. Et alors, vous nous en apprenez des vertes et des pas mûres sur le fameux Prozac, que tout le monde, enfin, même si les gens n'ont pas pris, tout le monde quasiment a entendu parler de cette molécule. Et oui, qu'est-ce que vous auriez à nous dire là sur le Prozac? On vous écoute. L'article sur le Prozac, je l'ai écrit après avoir publié, que c'est d'ailleurs dans le même livre, un article sur le traitement de la folie Hum, au cours des 20 derniers siècles. hum. Grosso modo, comment on faisait quand on avait un fou à la Renaissance, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait un fou au XVIIIe siècle, etc. Et la connerie, la folie humaine pour soigner les fous a été telle qu'on s'est dit un jour ça va s'arrêter. Mais ce n'est pas le XXe siècle qui a arrêté la folie thérapeutique. On a vu passer des trucs absolument immondes. Immondes, souvenez-vous de la singulectomie, vous vous souvenez peut-être pas de ce terme, c'était la lobectomie. La lobectomie, à une époque, ça consistait à rentrer un espèce de pic à glace au-dessus d'un œil, comme ça, on cassait la lame criblée qui était juste derrière l'orbite, et puis on arrivait dans le lobe frontal, et puis là, on tritouillait le cerveau pour détruire le lobe frontal, et on avait des gens impeccablement calmes, qui ne se rebellaient jamais, qui tombaient plus en colère, rien du tout. Bon, c'est comme ça que la sœur de Kennedy, le président Kennedy, a été lobectomisée parce qu'elle courait après les mecs et qu'elle aimait bien l'alcool. Et pour le père Kennedy, qui voulait que l'un de ses fils soit président des États-Unis, il n'était pas possible d'avoir une nana qui vivait une vie libre. Donc on l'a singulectomisée et elle a fini chez les sœurs. Bon. C'est pour vous dire l'ambiance, ça c'était les années 50. Bon. Et ensuite, on s'est mis à découvrir les psychotropes. Et les psychotropes, on les a toujours utilisés. On a toujours utilisé des plantes pour dormir, des plantes pour s'exciter sexuellement, des plantes pour plein de trucs. Mais la chimie dure, la chimie, enfin, la vraie chimie, non pas issue des plantes, mais issue de la pétrochimie, quand elle est apparue dans les années 50-60, on a vu apparaître des trucs incroyables. Donc, on a vu apparaître les neuroleptiques, mais on a vu apparaître avant, dans la guerre de 14, la guerre de 40, j'explique l'événement des amphétamines, que toutes les armées d'Europe étaient sous amphétamines. Il ne faut pas s'étonner de la cruauté abominable des nazis, mais ils étaient tous sous amphétamines. Voilà, tous sous en fait, et Hitler, il prenait en plus des hormones animales. C'était des gens drogués, mais jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et ils ne s'arrêtaient jamais de se droguer, puisque ces gens-là prenaient des médicaments le soir pour dormir. Hitler, il fallait pas le réveiller avant midi, parce que comme il s'assommait, vu qu'il dormait pas avant 4 heures du mat, donc après, il dormait, mais il dormait mal, donc il était interdit de le réveiller avant midi. C'était un truc horrible. Voilà. Bon. Et puis est arrivé le moment de la paix revenu, les années 60, et là, on a vu apparaître des produits complètement merdiques, mais on a vu apparaître surtout la puissance de Big Pharma, qui a réussi à imposer un produit comme le Prozac, qui était un produit dont notoirement tout le monde savait qu'il n'avait aucune efficacité. Aucune. Le Prozac, il a été découvert dans les années 70, il a été testé dans plein d'indications, et il y a eu zéro résultat. En rien. Jusqu'au jour où le laboratoire Lilly a très clairement corrompu un régulateur suédois et un psychiatre, et le régulateur suédois a écrit oui, ça a l'air de marcher, etc. Du coup, c'est passé dans toute l'Europe en disant bon, bah, très bien, le produit, on l'utilise, puisque les Suédois qui avaient une réputation impeccable, bah, très bien, puisque les Suédois ont une bonne approche du produit, on le prend. Et derrière, les Américains ont dit, bon, bah, si les Européens prennent le produit, on va le vendre aussi. C'est comme ça que ce produit, qui n'avait aucune efficacité, aucune, a été un blockbuster mondial pendant 20 ans. Alors, j'ai tout retrouvé. Hein. J'ai retrouvé le perverti, le corrompu, on a son nom. On sait qui l'a corrompu. Il s'appelle Virapen, puisque comme il a été mal remercié,
par le laboratoire Lilly, il a été viré. Donc, comme il a été viré, il a écrit un livre. Donc, il a tout balancé. Mais ce qui est horrible, ben, Bureau, dans cette histoire, c'est qu'on a un crime parfait. C'est-à-dire que le gars, il a pris 10 000 dollars plus machin, il a fait un faux, etc. Mais jamais personne l'a attaqué en justice. Et ce gars-là, il vit une retraite tranquille après avoir triché à mort et laissé des tas de gens consommer ces produits-là. Alors, ils n'ont pas d'effet, ou pas beaucoup d'effets, mais surtout, ils ont des effets indésirables au moment où on les arrête, parce que ça donne des effets de sevrage. Donc, c'est ça qui est catastrophique. C'est qu'en plus, on nous les a vendus, ces produits, en disant non, il n'y a pas de sevrage. Quand vous arrêtez quand vous voulez. Le problème, c'est qu'il y a des résurgences anxieuses et anxio-dépressives quand les gens arrêtent. Et les médecins vous disent, ah, bah, vous voyez que vous aviez besoin de continuer. Je vous avais dit que c'était dangereux d'arrêter un antidépresseur. Alors, on le remet, pas parce que le gars est déprimé, mais parce que le gars fait un syndrome de sevrage. Et voilà, le crime continue. Oui, et il continue encore aujourd'hui à pleine puissance, hein, Largement. à pleine Largement. puissance. Alors, quand vous voyez en plus des histoires où on vous dit, alors c'est là où vraiment la nausée vient, quoi. On vous dit, oh là là, il y a un problème de pénurie Oui, d'antidépresseurs en ah oui, France. Peut-être falloir couper les boîtes en 30 pour donner au plus juste. Mais putain, si, il suffisait de pas commencer ces produits-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas moralement. bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. que l'approche de marketing était catastrophique. Il faut aider un déprimé, mais il ne faut pas lui donner une pilule en espérant avoir les 10% d'effet placebo. C'est une catastrophe. C'est pourtant ce qu'on fait. C'est exactement ça. Et effectivement, quand on regarde la liste des effets secondaires de toutes ces choses-là, moi c'est d'une dissonance infâme, puisqu'en plus, il y a marqué le risque de pensée suicidaire, de choses comme ça. Ah bah Enfin, oui. C'est-à-dire comment? que alors là, on l'a vu très vite, parce qu'il faut bien comprendre le circuit d'un médicament quand on veut, avant de voir s'il a un effet thérapeutique, on regarde s'il n'a pas trop d'effets nocifs. Donc, on commence par des doses extrêmement faibles qu'on donne à des gens sains. Et donc, Eli Lilly avait donné ce produit à une étudiante Oui, à dose faible, hein. Et cette fille qui allait vachement bien, hein, c'était juste pour savoir si elle n'allait pas avoir des pustules ou je sais pas quoi. Au bout de quelques jours, elle s'est pendue. Elle allait très bien, et ben elle s'est pendue. mm, Et non seulement le dossier a disparu, mais en plus, à un moment donné, le laboratoire disait que ce n'était pas vrai. mm. Alors que, pareil, j'ai retrouvé les coupures de presse de l'époque. Comment se fait-il qu'une enfant qui vient, qui a 18 ans, qui est en pleine forme, qui veut gagner 3 sous pour ses études, finit par balancer une corde et se pendre au milieu d'une salle de réunion? Voilà. Donc, Bien sûr. c'est hyper dangereux, c'est désinhibant, ces produits-là. C'est-à-dire que ça peut pousser, même des gens non déprimés, même non suicidaires, ça peut les pousser au suicide. Vous vous rendez compte comme c'est un bon produit? Oui, oui, non, non, on marche complètement sur la tête. Et c'est vrai que vous expliquez ça en long, en large et en travers dans votre livre. Et sans transition, on va parler d'un troisième sujet qui fâche, c'est le paracétamol. On va rester dans ce genre de molécules absolument infâmes. Pareil, le paracétamol, c'est abominable quand on vous lit. C'est entre les effets secondaires comme ce dont on vient de parler, le peu d'effets que ça peut avoir sur des sujets que ça devrait avoir. Enfin, on marche sur la tête et ses actions délétères aussi au niveau du foie. Bref, comment vous expliquez encore, notamment, que cette molécule soit autorisée pour des femmes enceintes, notamment, quand on voit tout ça? Alors le paracétamol, ça revient de loin parce que ça vient de mon époque où j'étais médecin de SAMU. Et les antalgiques qu'on avait dans les camions de SAMU à l'époque, on avait évidemment de la morphine qu'on n'utilisait pas en première intention, mais on avait des ampoules de prodafalgan. C'est du proparacétamol qu'on pouvait très vite réhydrater et injecter pour les gens qui souffraient de fractures, etc. Bon. Et je m'apercevais qu'à chaque fois que je faisais un prodaf, ça ne donnait rien. Alors, je faisais 1 gramme, 2 grammes. Je savais que c'était pas très bon pour le foie, donc j'allais pas beaucoup au-delà de 2 grammes. Mais 2 grammes d'un coup et zéro résultat en intraveineux, vous posez vraiment la question de savoir si c'est vraiment antalgique. Bon, et puis derrière, après, quelques années plus tard, j'ai creusé. C'est que dalle antalgique, c'est très clair.
quand on prend la littérature mondiale qui s'est penchée sur le paracétamol, le niveau antalgique est dégueulasse. C'est franchement pas antalgique. C'est pas antidouleur. C'est antifièvre, ça c'est sûr. Et encore une fois, il faudra voir. Tome 3, il est sorti il y a 2 jours. Je vous expliquerai pourquoi il est très con de vouloir faire baisser la fièvre quand on en a, parce que c'est un élément essentiel pour tuer les germes. Les germes détestent la chaleur. Alors enlevez votre température, bah, vous allez être encore plus malade. Mais là, bref, le paracétamol, c'est antalgique, soi-disant, très peu, et antipyrétique. Et effectivement, c'est donné aux femmes enceintes, mais de largue à manu. Ah, t'as mal, bah vas-y, t'as pas droit aux anti-inflammatoires parce que t'es enceinte, mais je vais te donner du Doliprane. Prends-en 3 grammes. Mais c'est hallucinant parce que ce truc, il passe sa barrière placentaire et il va directement dans le bébé. Il faut savoir que ces produits-là ont une action enfin, cérébrale. Si c'est un peu antalgique, c'est que ça va dans le cerveau. Mais le problème, c'est qu'un cerveau de bébé qui voit arriver du paracétamol, ça déglingue le cerveau des enfants. Donc on sait pertinemment que ça donne des autismes de donner du paracétamol à une femme enceinte ou à un nourrisson. Ça donne des autismes. C'est documenté, c'est dans mon livre. Vous avez toutes les études internationales avec toutes les références. Le problème, c'est que derrière, comme on sait très bien que quand on fait des séances vaccinales à des enfants, quand on va mettre 6 ou 8 produits en même temps, je vous rappelle que c'est la loi, hein. Aujourd'hui, on doit faire une vaccination obligatoire. Vous avez un hexavalent d'un côté, puis vous avez un prévenard de l'autre. Donc vous avez plus de 20 produits dans 2 seringues. Eh bien, vous allez forcément déclencher, un, des douleurs importantes chez l'enfant, 2, probablement de la fièvre, et 3, des troubles du comportement. Il va peut-être hurler pendant 2 jours. Ça, c'est le cri persistant d'un enfant vacciné. Et donc, certains pédiatres très malins ont dit, bon, bah, il n'y a qu'à leur faire du paracétamol préalablement à la séance vaccinale. Comme ça, 1, ils auront moins mal, 2, ils auront moins de fièvre, 3, ils ne viendront pas nous emmerder le lendemain avec leurs enfants qui ont 40. Voilà. Donc, on a vu arriver des vagues de médecins préparer une séance vaccinale avec systématiquement un paracétamol. Et on sait qu'en plus, certaines valences vaccinales ouvrent la barrière hémato-méningée. Donc le paracétamol rentre encore plus vite dans le cerveau. Magnifique, formidable. Il n'y a pas un gramme de science dans l'idée de filer du paracétamol à un enfant avant une séance de vaccination ou après, mais voilà, c'est fait systématiquement. Dès que les enfants sont vaccinés, paracétamol. C'est une honte absolue. On est en train de démolir le cerveau de nos enfants. Ouais, ça fait froid dans le dos quand même, hein. Mais tout le monde le sait, personne ne fait rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça aurait jamais dû être autorisé le paracétamol. Le problème, il est là. C'est que personne n'ose dire, ah bah tiens, on va enlever le paracétamol, parce que derrière, comme on n'a rien d'autre à proposer, les gens vont vous dire, bon bah d'accord, je prends plus de paracétamol, mais je prends quoi? Le problème, c'est que comme beaucoup de produits ont été interrompus, l'homéopathie, ça a été arrêté, voilà, bah, on se retrouve avec rien. Alors on laisse le paracétamol pour pas avoir de cris dans les rues. Ouais, Voilà. et pourtant, il y aurait bien d'autres choses à faire de manière naturelle, on est bien d'accord, mais s'il y a une espèce d'omerta là-dessus, là, c'est fascinant quand même. Et c'est énorme, mais encore une fois, il faut revoir aussi la politique vaccinale qui a été introduite de manière absolument lamentablement perverse et malhonnête en 2018. Hein. Je vous rappelle que le collège des médecins à qui on avait demandé son avis, ils s'étaient prononcés contre la vaccination obligatoire. Les Mm. médecins avaient dit qu'il ne faut pas faire ça. Et puis évidemment, un gars qui était arrosé par tous les labos du monde a dit bah, je vais le faire quand même, mais je vous emmerde. Voilà, on en est encore là. Et à l'époque, ils avaient eu le culot de dire oui, mais c'est provisoire, on va s'arrêter rapidement. Voilà. Et C'est provisoire. en 2025, il n'est même plus question de l'enlever, il est question de rajouter des vaccins. Voilà, on fait tout du monde. Ça peut aller encore loin, à votre avis, ce délire-là? Bien sûr, puisqu'on a rajouté méningocoque. Avant, il y avait 18 vaccins, maintenant Oui. on a rajouté méningocoque X valence. Bien sûr, ça ne s'arrêtera pas. Alors, on peut s'imaginer qu'un jour, certains gros malins disent, bon, on gagne vraiment pas beaucoup notre croûte avec diphtérie, tétanos, on vire ça. Ça va nous faire 2 valences en moins, on va mettre Oui. 2 trucs chers et on va passer, voilà. Mais ça, je le sens gros comme une maison, ça va arriver direct un jour, ça. Oui, On va nous dire, bon, bah, vous inquiétez pas, c'est le même nombre de valences.
Ouais, ouais, vous inquiétez pas. Comme de toute façon, c'est jamais testé contre placebo, un vaccin, vous êtes tranquille, vous allez encore vous faire avoir. Hum, 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 hum. Et enfin, pour finir sur ce sujet, on est parti du paracétamol à la vaccination, mais aujourd'hui, pour les personnes qui prennent conscience de tout ça, là, qui vous écoutent, ils vont se dire, mais comment je fais? Co- co- Oui, co- alors bien sûr, mais encore une fois, c'est logique. À partir du moment où vous avez ce que j'essaye d'expliquer dans mes livres et dans mes articles, la douleur en elle-même, c'est c'est une conséquence. En Exactement. médecine, on n'est pas là pour soigner des conséquences. Et On est oui, là pour soigner des causes. Voilà. Si je me pète une jambe, je vais quand même pas demander à ce qu'on fasse de la morphine. Je vais demander à ce qu'on me mette un plâtre pour traiter la cause de la douleur. Peut-être que je vais avoir besoin d'antalgique pendant 2 jours, mais c'est certainement pas de me donner un antidouleur. Je veux qu'on soigne la cause de ma douleur. Et encore une fois, si je suis attaqué aujourd'hui très durement par le Conseil national de l'ordre des médecins, quand je dis que je peux tous les jours, je te les montre, traiter la hernie discale et les douleurs d'arthrose, c'est parce que je le fais avec de l'eau de mer, vous voyez. Et mes patients, ils n'ont pas besoin de paracétamol parce qu'à la fin, ils n'en prennent plus. Ils prennent plus aucun antidouleur. évidemment. De temps en temps, on a des pathologies qui sont essentiellement douloureuses et pour lesquelles on n'a pas le traitement de la cause. J'en suis bien conscient. Auquel cas, on peut réfléchir sur d'autres produits. On a les produits anti-inflammatoires. On a les produits morphiniques qu'il faut vraiment utiliser à la plus extrême des manières parce qu'on ne sait quasiment pas arrêter un traitement chronique avec les morphiniques. Mais après, on a des produits comme le CBD. Personne ne sait utiliser le CBD. Les médecins ne savent pas prescrire le CBD. Ensuite, on a un produit comme le PEA, le palmitoyl éthanolamyle, qui est un produit complètement naturel que les gens fabriquent dans leur cerveau, tout le monde, mais en quantité faible, mais qu'aujourd'hui, on sait synthétiser. Donc, ce produit, le PEA, remarquablement efficace sur les douleurs chroniques. Donc, vous voyez, on n'est pas complètement. Et puis après, il y a la curcumine, et puis après, il y a des tas de produits qui sont antalgiques ou anti-inflammatoires naturellement. Donc, il ne faut pas croire que le monde ne savait pas vivre sans paracétamol. Hein. Le C'est paracétamol, au début, c'est les années 60, 50. Mais c'est sinon, clair. avant, on avait des tas de merde, ce que j'explique dans mon article. On avait des tas de produits presque pires que le paracétamol. Aujourd'hui, s'il fallait que le paracétamol sorte, avec les standards actuels, il sortirait jamais. Jamais. Oui, non. Vu le profil de tolérance, jamais. Oui, oui, oui. Et c'est Première cause de transplantation hépatique en France, incroyable, oui, 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 tout à fait. le paracétamol. Donc ça vous dit le niveau de toxicité du truc. Et ces autres solutions dont vous parlez, que ce soit l'eau de mer, le CBD, vous en parlez aussi dans vos deux ouvrages là. Donc ça, Ouais. je recommande aux personnes d'aller les acheter. Et on va terminer en beauté avec l'argent colloïdal, d'ailleurs, dont vous parlez également dans Ouais. ce livre. L'argent colloïdal, évidemment, il y a pas énormément de personnes qui connaissent encore aujourd'hui, hein. Moi, c'est un produit que j'adore utiliser. D'abord, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'argent colloïdal et qu'est-ce qu'un colloïde? Alors, ça, on va pas faire de la science à fond la caisse, mais ce qu'il faut Un comprendre, petit c'est peu. un colloïde, c'est un espèce de mélange entre deux corps qui ne se mélangent pas. Le beurre, c'est un colloïde. C'est-à-dire que si vous mettez de la chaleur, vous allez dissoudre le colloïde et l'eau qui est contenue dans le beurre et la graisse vont se séparer. Ça va vous donner le bas beurre, etc., le petit lait, etc. Bon. Le brouillard, c'est un colloïde. C'est des microscopiques molécules d'eau, petites gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans de l'air, dans du gaz. Voilà, vous pouvez avoir des tas de trucs colloïdaux comme ça. Le sang, c'est un colloïde. Le liquide céphalorachidien, c'est un colloïde. Voilà. Donc, ce sont des mélanges. La vinaigrette, c'est un colloïde. Un colloïde classique. C'est le vinaigre qui est de l'eau, enfin, en phase aqueuse, avec des gouttelettes d'huile qui sont huileuses. Donc, si vous versez le vinaigre et l'huile dans un verre, vous avez immédiatement deux niveaux. Si vous secouez bien votre vinaigrette, vous allez avoir une homogénéisation et vous avez un colloïde parfait. Voilà. Donc, un colloïde, c'est, en ce qui nous concerne, c'est des microscopiques molécules d'argent qui sont en suspension, non pas posées au fond parce qu'elles sont très lourdes, elles restent en suspension au milieu des molécules d'eau. Donc, vous n'avez quasiment pas
de culot au fond de la bouteille. Il y a pas de traces d'argent au fond de la bouteille. Et puis alors, à partir de là, oui, vous avez raison, quand on met de très petites doses d'argent de qualité parfaite dans une eau parfaite, enfermé dans une bouteille à la propreté parfaite, vous avez un truc incroyable. Vous avez l'argent colloïdal. Alors, l'argent colloïdal va dépendre de la quantité d'argent que vous allez dissoudre dans de l'eau, mais vous n'avez pas besoin d'en dissoudre beaucoup pour avoir des effets pharmacologiques incroyables. Bon, faut savoir que quand vous envoyez un cosmonaute dans la Lune ou en orbite, il pisse à travers des filtres en argent et tout ce qui va lui être ramené en eau potable, ça va être à travers des filtres en argent. Ça veut dire qu'on connaît très très bien les qualités antiseptiques de l'argent. C'est de la balle. Donc, dès que vous voulez faire un filtre de bonne qualité, cher, il est en argent. On sait pertinemment qu'on peut protéger la vie des gens qui sont quand même un petit peu précieux, qui sont les cosmonautes. Il suffit de filtrer tous les fluides qui vont être réutilisés dans une capsule avec des filtres à argent et on est tranquille, il ne passera jamais aucune espèce de bactérie, aucune moisissure, pas un champignon, rien. Donc, les qualités de l'argent sont connues depuis des siècles. Moi, j'ai retrouvé pour cet article du livre l'utilisation de l'argent en plaques d'argent pour soigner des blessures de guerre. Et les gars, ils guérissaient parce qu'on enveloppait leurs blessures de guerre dans de l'argent pur. Le gars, il meurt, bah, tant pis, mais on récupère l'argent, on passe un petit coup de chiffon et on attend le blessé suivant. Et puis s'il guérit, bah, on passe un petit coup de chiffon et on attend le blessé suivant. Donc le produit, il était inaltérable, inusable. Voilà, c'était des trucs qu'on utilisait très très bien sur les champs de bataille. Bon. C'est si vrai qu'aujourd'hui, on fait des pansements au nitrate, enfin à l'argent, pour les ulcères des personnes âgées. Parce que ça tue les bactéries les plus résistantes, l'argent les attaque sans problème. Donc ce produit est remarquable. Voilà. Tout à fait, il est multi-usage, remarquable, comme vous le dites. Pourquoi alors est-ce qu'il y a encore cette polémique autour de l'argent colloïdal en Europe que, soi-disant, ça serait dangereux de le prendre en interne? Alors, c'est pas la première fois que les États-Unis et l'Europe s'opposent sur des produits d'utilisation humaine. Bon. En Europe, Big Pharma est très bien installé et c'est très bien que comme l'argent colloïdal peut être utilisé pour de multiples usages, Big Pharma s'est démerdé pour que ce soit qualifié de médicaments détersifs dangereux. Voilà. Donc pour nous, on n'a pas le droit de l'avaler parce que c'est dangereux. Et puis, si vous regardez aux États-Unis, alors aux États-Unis, ils l'ont inventé, ils ont préparé de l'argent colloïdal dès les années 20. Ils ont su le faire de mieux en mieux au fur et à mesure que les techniques ont évolué. Et eux, ils se sont mis à l'avaler. Et depuis les années 20, on a tous les effets indésirables de l'argent colloïdal. Et quand on leur demande de nous sortir les expertises sur les effets indésirables, ils répondent, on n'en a pas. Voilà. Alors, chez nous, c'est un détergent. Ça, c'est le terme exact qui est utilisé par les Européens. C'est un détergent. Et quand on demande à la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, pouvez-vous nous ressortir les exemples d'intoxication? Et on vous répond, non, non, on n'en a pas. Et j'ai mis dans l'article le nom de la dame qui, à l'ANSM, a signé le mail en disant bah, je suis désolé, on ne va pas vous dire qu'on en a parce qu'on n'en a jamais eu. Donc, alors évidemment, ils peuvent vous dire bah, on n'en a pas, c'est normal, parce que les Français ne boivent pas l'argent colloïdal puisque c'est interdit. Bon, tout le monde sait bien que les Français font exactement les mêmes choses que les Américains. Tout le monde boit de l'argent colloïdal. Alors, je démontre dans le bouquin, je cherche la toxicité de l'argent. Après tout, puisque c'est vrai, c'est pas utilisé par le corps humain, l'argent. L'iode, le sélénium, le chrome, c'est utilisé, mais pas l'argent. Alors on peut se dire c'est toxique. Eh bien, en fait, il faut chercher des doses extraordinairement élevées
Mais qui serait assez con pour aller s'avaler la bague de sa grand-mère, plus le collier de perles de sa sœur? Enfin, ça n'a pas de sens. Pour mourir, il y a moins cher que d'avaler de l'argent. Franchement, il faut être débile. Bon, donc non, non, l'argent colloïdal n'est pas dangereux. On peut en prendre toute sa vie. Et puis, je vous ai montré, alors, et là, l'image est en noir et blanc, mais le gars, vous pouvez le retrouver sur le net. Lui, il a fait un argyrisme. C'est un blanc. Enfin, il est blanc d'origine, hein, voilà. Mais là, il est bleu marine, le mec. Donc, il a vraiment fait une maladie bleue due à l'argent, ce qu'on appelle l'argyrisme. Mais il a donné les quantités d'argent qu'il a bouloté dans sa vie. C'est sidérant. On est à 100 000 fois la dose que moi, je préconise. Donc, on ne peut pas discuter. Et ce gars-là, il n'est même pas mort de son argyrisme. Oui, Il est en mort. plus. Bon, Oui, il est mort de chose. Il n'est même pas mort de l'argent. Donc, arrêtons avec la bien sûr. toxicité de l'argent colloïdal. Je précise dans mon livre qu'il y a de tout dans la vie, hein. Il y a de l'argent colloïdal de très bonne qualité, pharmaceutique, buvable, certainement, et qu'il y a de la cochonnerie. Et que n'espérez pas trouver de l'argent colloïdal buvable pour un dixième du prix des gars qui se cassent le tronc à vous faire un produit de qualité. Vous n'aurez jamais un bon produit, et là, vous risquez les emmerdements. Mais encore une fois, ça, j'explique dans mon livre que quand on veut sortir des sentiers battus, il y a quand même un minimum de précautions à prendre. Voilà. Donc, vous voulez dire que l'argent colloïdal qu'on peut trouver là dans les magasins ou sur Internet en France n'est pas... Moi, j'ai fait une sélection, j'ai mis trois produits. Mhm. Trois produits, j'en ai pas mis d'autres pour une raison simple, c'est que trois produits, ça m'a pris quasiment une après-midi pour aller Mhm. vérifier comment ça se fabriquait. Voilà, donc trois. Il y en a deux européens et un qui est américain. Ces trois Oui. produits sont nickel. Bon. Mhm. Pareil, hein, dans l'article, je dis, vous voulez faire de l'argent colloïdal? Bah, allez-y, les gars, je vous donne une cafetière, des électrodes, je vous donne la marche à suivre. Vous n'allez jamais réussir à faire un truc bien. Ce que vous pouvez faire, c'est un espèce d'argent colloïdal à 2 balles. Très bien si vous l'utilisez sur un animal, pour une plaie par exemple, ou en externe chez vous. Parce que vous avez de l'eczéma ou je sais pas quoi, ou une plaie, mettez de l'argent colloïdal, très bien. Mais si c'est pour l'avaler, moi, je n'utiliserai jamais d'autre chose que des produits de qualité top. Voilà. D'accord. Mais c'est important de le préciser parce Ah que oui, c'est on ne pas fait pas évident n'importe quoi en médecine. d'en trouver. Parfois, on a l'impression, oh là là, il prend un truc horrible. Non, c'est fabriqué par des gens sérieux. Tout est sérieux. Mais faut trouver les bons produits. Oui, ça. Et celui qui est fabriqué aux États-Unis, je crois qu'on ne peut pas d'ailleurs l'acheter en tant Ah, que... alors, Voilà. vous n'avez pas de site marchand Oui. européen qui le revend. Non, c'est interdit. Alors, par contre, vous pouvez revenir avec dans vos valises ou le Oui. faire commander par un copain qui est aux Oui. États-Unis, puis vous le faites envoyer par la valise C'est vrai. diplomatique. C'est vrai. On va faire, ça va être le même cinéma qu'avec l'IA, quoi, tout ça, hein. Voilà. C'est la même chose, quoi, finalement. OK. Eh ben, écoutez, je pense qu'on peut terminer sur cette bonne nouvelle qui est l'argent colloïdal. Et je rappelle donc vos deux livres, donc Chronique de médecine contestataire, tome 1, tome 2 et le tome 3 qui vient de paraître, si je comprends bien. On Ouais. fera une vidéo tout prochainement avec ce tome 3 que j'ai hâte de découvrir. Parce que vraiment, je recommande à tout le monde. Ce sont des livres bourrés d'informations, absolument géniales, sourcés scientifiquement, avec des images et tout. Enfin, top. Merci à vous pour tout ce travail, parce que franchement, c'est incroyable. Je me demande où est-ce que vous allez chercher tout ça. C'est du boulot, mais c'est ma passion. Alors, c'est pour moi, Je c'est pas sais, difficile. certes, Merci beaucoup, Madame Bureau, de m'avoir accueilli une fois de plus. c'est moi. À bientôt. Merci à À vous. bientôt. Merci beaucoup. Merci.